Comment nos enfants travailleront-ils demain? Certaines entreprises ont déjà un pied dans le futur et nous laissent entrevoir un avenir où tout sera très différent. Okay, I think this is a perfect match, so we are going to introduce to you your office. Welcome on board. Welcome aboard. Thank you. Demain, nos enfants seront plus autonomes et indépendants. Ils collaboreront avec des robots intelligents capables de les aider dans les tâches les plus difficiles. So the robot is also equipped with a thermal camera that can also help you to detect. Et pourraient tous bénéficier à la naissance d'un revenu universel. Jeden Monat so viel Geld kriegst. 1000 Euro, ein Jahr lang. 12 Mal insgesamt. Dans ce monde du travail qui a bien changé, il se pourrait bien que nos enfants parviennent aussi à faire rimer travailler et s'amuser. Le plus étonnant, c'est que comme les 10 métiers les plus demandés en 2010 n'existaient pas en 2004, il semblerait que 85% des emplois de demain n'existent pas encore aujourd'hui. Il faut donc les inventer. Et pour cela, il existe un lieu unique dans le sud de la France. The Camp est un camp de base pour explorer le futur. Il attire des entrepreneurs et des étudiants du monde entier, comme ce groupe en formation d'exécutifs MBA, qui pendant 3 jours va réfléchir au métier que pourraient faire nos enfants demain. So the workshop you will experiment today is about the future, so how it can be the work in several times in the future. So we are seeing what is the good and the bad, and we are discussing and debating about it. We want to innovate in a positive way, so we always discuss and debate all the impact we want to have with the project. L'objectif de The Camp, c'est d'explorer le futur et pour ça, de former des acteurs du changement. Donc on a vraiment envie d'éveiller chez les personnes qui passent sur The Camp une étincelle, une envie, un engagement pour activer et s'engager vers un futur plus souhaitable. Frédéric Chevalier, qui est le fondateur de The Camp, il était convaincu qu'il faut être optimiste sur le futur, qu'il ne faut pas le subir et que pour ça, il faut vraiment être engagé et le créer nous-mêmes. Okay guys, so we'll be working together. We have one subject which is future of work in 2035. Okay, we're going to imagine the future of work in 2035. So we're pushing it really far on purpose because we want to disrupt a bit the usual things. Dans le cadre de leur formation, ces étudiants en maîtrise internationale d'administration des affaires vont se projeter dans le monde du travail en 2035. Encadrés par des talents créatifs qui ont déjà tenté cette expérience, ils commencent par observer les documents existants sur le futur. Ils créent ensuite des scénarios pour imaginer les problèmes auxquels nos enfants seront confrontés demain et tentent d'y répondre. We have to project ourselves in a world where our data, our personal data is open. So this kind of object will be important. So the fact that people get paid is not really linked to the sharing of data, if you understand what I mean. I do. Je me pose des questions sur le futur depuis longtemps. Mais depuis que j'ai ma petite fille, qui a 4 ans, je commence à m'en poser de plus en plus parce que c'est à travers ses yeux que j'imagine le monde de demain, le monde du travail, quel sera potentiellement son travail demain. Et quand je réfléchis, tous les petits boulots que j'ai faits pour me nourrir pendant mes études vont totalement disparaître. J'ai été déménageur avec les exosquelettes. On peut imaginer que les déménagements vont être totalement bouleversés. J'ai été livreur avec les voitures autonomes. On peut imaginer qu'il n'y aura plus de livreurs. Si les robots et l'intelligence artificielle remplacent ces métiers, ces petits boulots que j'ai faits et tout ce qui nous nourrit dans ce monde, tout ce qui nourrit les humains, il restera donc des métiers extrêmement technologiques. Pour faire marcher cette technologie, ces robots et cette intelligence artificielle. Et il y aura peut-être, et là je suis optimiste, plus de place pour des métiers d'empathie, des métiers dans lesquels on va s'occuper des autres, on va peut-être être plus créatif dans l'art, dans l'écriture, dans l'accompagnement des personnes âgées. Donc voilà le monde que j'envisage. Avant tout, je veux que ma fille elle trouve un travail dans lequel elle s'épanouit, puisque c'est aussi mon rêve, c'est de trouver un endroit dans lequel je me sens bien.
Just to share with you our perspective, there's two types of discrimination. There is the discrimination for people that don't want to share the data, and there's discrimination for which the data they have shared create discrimination. For example, health, I like it. etc. So we have this kind of approach. Okay, I like that a lot. Absolutely. It's very, very interesting in the working environment. Donc pendant 2 jours, on a réfléchi au futur. Dans ce cas-là, le futur des métiers. Et même si je suis une personne qui se pose des questions tous les jours, c'est rare qu'on ait ce luxe de se poser ces questions pendant 2 jours. Donc ce que j'ai retenu, c'est on s'est projeté pendant 2 jours dans le futur, et en réalité, c'est quelque chose qu'il faut faire au quotidien, que ce soit dans le cadre de son entreprise, mais aussi quand on planifie pour sa vie, c'est d'essayer de se projeter le plus loin possible pour faire des choix. Naïm ne sait pas quel métier sa fille fera concrètement demain. Elle pourrait être imprimeuse 3D, thérapeute en désintoxication digitale ou encore archiviste de vie numérique. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2030, quand elle s'apprêtera à entrer sur le marché du travail, elle devra apprendre à collaborer avec de nouveaux collègues. Demain, les robots seront partout. Devenus intelligents, ils facilitent le travail des hommes et les libèrent des tâches difficiles. Dans cette simulation d'incendie, les robots Tango et Romeo, conçus par une équipe européenne d'universitaires et de chercheurs, vont devoir convaincre les pompiers ici présents de leur capacité à les seconder dans une intervention dangereuse pour l'homme. What you see here is a top-down view of the building where you're operating, and you see in real time the position of the robots. And on the top here you see the map which is created by the robots. So then you can give them commands to go explore an area, and then that also helps you to visualize inside the building how you would approach. So the robot is also equipped with a thermal camera that can also help you to detect some objects which might be dangerous. Yeah. Les robots au sol peuvent rentrer, faire une exploration du bâtiment, construire une carte 3D du bâtiment qui est transmise à l'intérieur au commandant de bord qui gère la mission. Ça serait la première étape. Une fois qu'on a la carte, les robots peuvent être assignés des tâches. Par exemple, va inspecter cet endroit plus spécifique pour aller faire de la détection de gaz, détection de feu, détection de victimes. Ces robots pompiers ont déjà prouvé leur efficacité lors du tremblement de terre d'Amatrice en Italie. Capables de se déplacer sur des terrains très accidentés, de détecter des fumées toxiques ainsi que la présence humaine, ils n'ont plus qu'à trouver leur place au sein des brigades. Quand les pompiers nous voient arriver pour la première fois avec des robots, ils sont souvent sceptiques. C'est clair qu'ils se disent « Super, une bande de scientifiques avec leurs jouets. On a un paquet de travail et ils sont dans nos pattes. » Et on voit ça à chaque fois. D'abord, ils sont sceptiques. Et lorsqu'ils voient les bénéfices, ils sont de notre côté et veulent intégrer de nouvelles fonctions pour exploiter au mieux les robots. So we don't see the fire in the visual data. I was just trying to find out where, in the image, where can I see the fire? Yeah. Oh, there we go. Yeah. So there's a gas cooker or something like that. Yes. Pour convaincre les pompiers de leur utilité, Roméo et Tango cherchent les victimes dans cette simulation d'incendie et finissent par la trouver. Pour Massimiliano Russo et sa brigade, l'exercice est positif. On a vu au cours des 10 dernières années l'évolution de notre travail. Nous avons optimisé l'utilisation des drones dans nos opérations. Actuellement, nous avons 18 drones en Italie. Et nous avons une division nationale d'experts prête à intervenir en cas d'urgence, par exemple. En France, les sapeurs-pompiers de Paris seront bientôt équipés de 3 robots qui les aideront à sécuriser les travaux souterrains du Grand Paris. Équipés d'un canon à eau et d'un treuil, ils pourront partir en repérage, transporter du matériel et même évacuer une victime.
En 2030, nos enfants peuvent compter sur ces machines autonomes et intelligentes dans presque tous les secteurs. Faciles d'utilisation et non dangereuses pour l'homme, elles les aident à trier rapidement, porter des charges lourdes et même servir, comme ce robot intelligent qui ne perd pas une goutte de sa boisson. Ils peuvent travailler aux côtés des humains dans le même environnement, la même pièce, et ce n'est pas dangereux d'être à leur contact quand ils travaillent. Ils ont des yeux, ils ont des caméras à l'intérieur, ils ont des capteurs de sécurité pour leur position et sur ce qu'ils font. Ils voient ce qui se passe autour d'eux, donc ils ralentissent quand vous vous approchez d'eux. Et ils essayent de faire en sorte de ne pas vous déranger quand vous travaillez avec eux. On prévoit que 40 000 robots collaboratifs comme cela seront vendus en 2020 dans le monde et 230 000 en 2025. Une progression hors norme qui, selon Nathalie Nevedjian, ne doit pas inquiéter nos enfants, bien au contraire. Experte en droit et en éthique de la robotique, elle est persuadée que ces machines vont permettre de développer l'industrie française de demain. L'idée également très importante, c'est que la robotique va permettre de créer de nouveaux emplois. Puisque pour concevoir ces robots, pour fabriquer ces robots, il faudra employer des personnes qui vont permettre cette conception, cette fabrication, donc de la base, du design jusqu'à la vente de ces machines. Également des personnes qui vont venir former les acheteurs à l'usage de ces machines. Donc vous allez avoir le développement de toute une industrie, d'un certain nombre d'acteurs qui n'existent pas nécessairement aujourd'hui, de sorte que la robotique est pleine d'espoir et pleine d'avenir. Donc l'homme s'oriente vers de nouvelles voies, de nouvelles perspectives. Donc on peut très bien imaginer le monde de demain où le robot sera chargé de faire des tâches fastidieuses, répétitives, inintéressantes, et laisser l'homme dans cet aspect valorisant, dans cet aspect créatif. Donc l'homme aura la plus belle part finalement du travail, et on laissera la moins belle part, la part la moins intéressante aux machines. Et c'est peut-être la meilleure voie pour l'homme, la nouvelle société qui va se développer. Ces nouveaux outils, autonomes et intelligents, révolutionnent le monde du travail et vont permettre à nos enfants de créer l'industrie du futur, où les machines communiquent entre elles, mais aussi avec l'homme, comme dans cette ferme 4.0. Ici, Gérard Petit et ses deux fils ont fait le pari innovant d'engager 2 robots pour moderniser leur exploitation de lait. Le premier s'occupe de nourrir les vaches avec beaucoup de précision et de respect des bêtes. On voit qu'il y a un petit point rouge. En fait, il y a un télémètre qui mesure la hauteur d'aliments qui reste dans l'auge. Et en fonction de l'hauteur d'aliments qui reste, lui, il sait s'il doit revenir charger pour ce lot-là ou s'il repasse dans 2 heures pour contrôler. Donc un exemple tout simple, en plein été, quand il fait chaud, les animaux ils vont quasiment pas manger de la journée. Et le soir, quand la fraîcheur va revenir, là il va devoir distribuer à plein parce que les animaux auront beaucoup plus d'appétit la nuit et puis le soir. Ce nouvel assistant travaille 7 jours sur 7, ne prend pas de vacances et n'est jamais malade. Avec lui, les vaches sont moins stressées pour manger. Quant aux éleveurs, libérés d'un travail difficile et répétitif, ils peuvent contrôler à distance et en temps réel les tâches accomplies. On a chacun en fait un smartphone avec l'application dessus. Même nos salariés ont également l'application pour pouvoir intervenir à tout moment. Notre salarié, s'il voit qu'il y a un problème sur le robot, peut aussi se connecter et prendre la main dessus, quoi. La ferme 4.0 est donc à la disposition des animaux. Le résultat est positif, avec un troupeau en meilleure forme et des éleveurs aussi. D'autant qu'un deuxième robot a fait son entrée dans l'étable. Allez, vas-y direct. Cet assistant très innovant transforme considérablement le métier traditionnel d'éleveur et pourrait bien attirer à nouveau nos enfants dans les fermes. Il traite les vaches quand elles le souhaitent. Donc on respecte beaucoup plus en fait le rythme biologique de chaque vache et sa hiérarchie dans le troupeau. Les dominantes vont passer en début de matinée
Et puis celles qui se font dominer, elles vont pouvoir passer tranquillement la nuit ou en plein après-midi pendant que les autres dorment ou mangent. Les vaches se retrouvent donc beaucoup moins stressées du fait qu'elles ne soient pas obligées en fait, de se retrouver toutes dans un parc d'attente à des heures précises pour la traite. Allez, allez, hop. Voilà. Voilà, tac. Aujourd'hui, on est un surveillant de troupeau plutôt qu'un exécutant. Nous, on surveille que le robot a bien fait les choses et on vient derrière pour contrôler tous les paramètres, savoir s'il n'y a pas de vache en anomalie, s'il n'y a pas de vache malade. Et finalement, on est plus en contact avec les animaux que de faire la traite matin et soir où on se focalise uniquement sur la mamelle. Des vaches apaisées et des éleveurs soulagés. La robotisation de la traite permettrait d'augmenter de 7 à 10% la production de lait par an, tout en facilitant considérablement le travail d'éleveur et en lui permettant de dégager du temps pour développer d'autres projets ambitieux et innovants. Ton bâtiment, ton rayon, il vient jusqu'ici. À peine. Là, on laisse 8 mètres au bord. Et puis après, tu as 20 mètres. Tu arrives à peu près à la moitié de ce bâtiment-là. Voilà. Aujourd'hui, comme on est jeune, on a encore d'autres ambitions, d'autres activités qu'on veut développer. Donc, ce qu'on a gagné d'un côté, finalement, ce temps-là, on va pouvoir le mettre à profit d'autres activités comme la méthanisation qu'on est en train de développer. La méthanisation consiste à transformer le fumier en gaz, un processus naturel qui devrait permettre aux éleveurs de demain d'augmenter leur rentabilité tout en devenant autonomes en énergie. Le tout, après, c'est d'arriver à faire 360 kW par heure électrique. Transformer ce gaz avec un moteur, une génératrice et remettre sur le réseau électrique 360 kW électriques. La France compte aujourd'hui 860 projets comme celui de Nicolas et sa famille. Un chiffre exceptionnel qui devrait permettre à la France de dépasser les objectifs de la loi énergétique pour atteindre une consommation de 30% de gaz d'origine renouvelable en 2030 et même 100% en 2050. J'estime faire partie d'une nouvelle génération d'agriculteurs et il y a beaucoup de gens en fait, qui sont sans lieu de savoir que oui, les agriculteurs peuvent être connectés, peuvent être informatisés, peuvent finalement maîtriser tout un tas de technologies qu'on peut retrouver dans l'industrie automobile ou qu'on peut retrouver dans l'aviation, dans tout ça. Voilà. Ces nouvelles technologies, c'est un peu l'avenir de la profession et la survie de la profession d'éleveur laitier. En France, près de 5000 exploitations sont équipées de robots. Ce chiffre représente 8% des fermes laitières et devrait progresser pour atteindre 40% dans 10 ans. Demain, les robots et l'intelligence artificielle permettront à nos enfants de renouveler leurs activités et aussi d'inventer de nouveaux métiers. Laurent, lui, l'a déjà compris. Violoniste depuis toujours, il est devenu ingénieur en génie mécanique, puis s'est inventé un métier d'avenir, luthier 3D. Avec son instrument du futur, il crée aujourd'hui l'événement au Salon annuel des innovations. Just a few words before playing and make you hear the sound of this strange transparent violin. As you can see, all the transparent parts of this violin are 3D printed in one single piece. And we use the same machine as Airbus uses to prototype the inside pieces of our planes. In fact, we use a big stereolithography machine which worth $1 million to create in 24 hours all the transparent parts. And then we have 20 days of handmade process, sanding, varnish, assembly, and setting everything.
électrique léger, un violon électrique transparent avec un design particulier, solide et confortable, donc avec une forme que j'aurais pu personnaliser. Alors pour ça, de ces objectifs, j'ai modélisé un violon acoustique, donc modélisé, c'est-à-dire qu'à partir de plans physiques, on va dans l'ordinateur créer tout un ensemble de points, de formes, jusqu'à obtenir le modèle en 3D qui peut être modifié. Donc j'ai modélisé un violon entier, acoustique, et ensuite j'ai enlevé toutes les parties qui n'étaient pas utiles à un violon électrique. Donc le corps, toute la partie transparente du violon est créée en une seule pièce, et ça va permettre aux ondes de voyager parfaitement à l'intérieur sans avoir de collage ni de vissage. Avec cette technique de fabrication très futuriste, Laurent a inventé un nouvel objet. Loin de vouloir remplacer le violon électrique traditionnel, ils permettent aujourd'hui à nos enfants d'imaginer de nouvelles vocations. Ce qui est innovant dans le métier de lutherie 3D, c'est d'utiliser les dernières technologies qui existent en combinaison avec le savoir-faire de la lutherie traditionnelle pour créer des instruments avec des nouvelles sonorités ou des nouvelles capacités. Donc on utilise ce qui se fait de mieux en impression 3D. C'est des machines très grosses qui vont permettre de faire un objet très précis, très solide. Et ça va nous permettre d'avoir des formes particulières, un son particulier et une personnalisation, un confort de jeu maximal possible, en tout cas à l'heure actuelle. Laurent a mis 3 ans pour mettre au point cet instrument qui pourrait révolutionner le monde de la musique demain. Aujourd'hui, il existe déjà 3D Varius dans le monde. Mais avec cette technique de fabrication révolutionnaire, nos enfants pourront bientôt inventer des objets de plus en plus compliqués et surtout ultra personnalisés pour un prix très raisonnable. Moi, ce qui a changé dans ma façon de faire, c'est que avant de créer cet objet, je créais toujours des choses et j'étais musicien, mais j'étais un petit peu tout seul. J'avais en tout cas pas les moyens de ce que je veux faire aujourd'hui, c'est-à-dire créer de nouveaux instruments. Ça me permet d'entrer dans des lieux, de découvrir de nouvelles technologies et d'arriver directement au point le plus haut. Et donc rencontrer les gens qui ont créé cette technologie, qui vont m'expliquer exactement comment ça marche. Voilà ce que ça me permet de faire, donc je suis content, ça me permet d'évoluer et d'avancer de plus en plus vite. En 2035, avec l'utilisation des dernières technologies, de l'intelligence artificielle et des robots, le monde de l'entreprise va devoir s'adapter. C'est déjà le cas dans certaines sociétés, comme ici à Nice, où une nouvelle méthode de management a révolutionné la vie de ses salariés. Dans ce centre d'appel, les 35 assistants commerciaux n'ont qu'un seul mot d'ordre, rigoler. Vanessa, t'as une bonne nouvelle ? Très loin du cadre rigide et sérieux qu'ont connu leurs parents, ces nouveaux employés qui prospectent toute la journée par téléphone de nouveaux marchés pour leurs clients ont des réunions sous forme de journal télévisé. C'est parti pour le News et compagnie Breaking News. J'ai Alexandre et Laetitia qui viennent de signer leur appartement. Ils jouent à question pour un champion pour augmenter leurs connaissances sur les entreprises qu'ils représentent. Quelle est la définition de sociétaire? Un client sociétaire, il va participer aux assemblées générales. Et s'affrontent en duel pour améliorer leur argumentaire de vente et décrocher de nouveaux marchés. 9h, on s'en va à l'atelier battle. Le client, en fait, on s'est entretenu avec lui la semaine dernière. Il a besoin de tester votre réactivité sur le traitement des objections. Moi, j'ai besoin que vous répondiez du tac au tac. On fait une manche en 10. Ça vous va comme on fait d'habitude? Allez, on y va. J'ai pas le temps. À quel moment on peut se rappeler? Ouais, nickel. C'est très bien. 2-1. Tu te réveilles, hein. C'est parti. Mais pourquoi vous avez besoin de mon adresse email? Cette méthode de management très innovante, c'est la gamification. Répandue depuis peu dans le monde des affaires et dans de grandes entreprises comme Google, Microsoft ou même La Poste, elle permettrait d'augmenter l'efficacité dans le travail d'au moins 50%. Des résultats spectaculaires qui ont su convaincre Alban, ce jeune patron visionnaire. J'ai choisi le jeu comme méthode de management parce que moi j'aime jouer. Dans les mécaniques de jeu, il y a des choses qui sont très intéressantes
comme par exemple le feedback, c'est-à-dire avoir tout de suite la récompense par rapport à une action que j'ai faite ou avoir le retour du manager. Non, 8, non. 9. Oui, 9 sur 10. Et j'ai pas la prétention de dire que c'est un modèle de management qui est mieux ou pire qu'un autre. C'est juste un style. Après, mon quotidien, et c'est vrai que mon métier, je l'envisage pas comme venir tous les matins pour retrouver une équipe qui va faire la tête, qui aura pas envie, que je vais devoir motiver. Ça, c'est pas moi, ça me ressemble pas. Moi, je veux que mon métier de dirigeant me plaise, et pour que le métier me plaise, il faut que les gens autour de moi prennent du plaisir. D'accord. Donc on va travailler sous différents jeux, avec différents cas de figure. Et vous allez devoir deviner dans quelle situation se trouve votre collègue. Donc, Linda, tu vas faire deviner un client, tu ne dis rien, ce client-là. Oui, bonjour monsieur, le gars de la société Vurt. Dans ce jeu de rôle grandeur nature, Linda prend la place du client pour permettre à l'assistante commerciale de travailler l'intonation de sa voix et être plus percutante quand elle appelle de nouveaux clients. Je pense que tu es le client prétentieux. Exactement, tu as très bien joué le client prétentieux et orgueilleux, tu es bien rentré dans le personnage. Comment vous répondez à un client orgueilleux? Ah ben on rentre dans son jeu. Ouais. On le flatte. Là, on parle vraiment de gamification et de qualité de vie au travail. Je me revois encore à appliquer des méthodes de management qui sont hyper, j'allais dire, rébarbatives, qui sont vraiment à l'opposé de ce que je fais aujourd'hui. Moi, ça me permet de retirer en fait le meilleur de la personne. Un salarié qui va être bien, qui va être dans le jeu, qui va s'éclater au quotidien, il va être plus performant. Il aura envie de venir au travail le matin, il va se sentir épanoui. Et ça, c'est la plus belle victoire pour, j'allais dire, l'équipe direction. Là, tu dois me faire deviner ce personnage. Et c'est vrai qu'on est plus motivé, donc on a encore plus envie de se donner à 100%, même voire 200%. Ils nous donnent la chance de travailler dans ces conditions-là, donc on veut leur rendre en retour. Et ils le méritent. Franchement, moi, ouais, pour eux, je me donne à 200%. Et c'est vraiment de bon cœur. Et j'ai jamais travaillé, d'habitude c'était toujours pour l'appât du gain. Quand on est commercial, les requins, c'était l'appât du gain. Là, non, c'est vraiment pour faire plaisir. Aujourd'hui, 70% des plus grosses entreprises ont déjà recours à des outils de gamification pour booster la productivité de leurs employés. En s'adaptant aux besoins des jeunes générations, la méthode aurait permis à l'entreprise une croissance de 25%. J'espère que l'entreprise n'est pas seulement là pour produire de la valeur ajoutée, faire du PIB pour le pays, parce que déjà on y passe une bonne partie de notre vie. Dans l'entreprise, on passe beaucoup de temps au travail. Et encore plus quand on a une fonction de dirigeant, c'est 50, 60 heures par semaine, donc c'est un véritable lieu de vie. Et je pense qu'on doit le concevoir comme ça aujourd'hui. Et si en plus de s'amuser, demain, nos enfants n'avaient plus de patron? C'est la grande tendance des entreprises dites libérées, qui veulent pouvoir s'adapter aux évolutions de la société. Et c'est le cas dans cette entreprise familiale d'épices et de plantes médicinales bio, qui, après 50 ans de management très traditionnel, a depuis un an tout chamboulé pour adopter Holacracy, une organisation qui rejette la hiérarchie. Tu attends, Amy, tu attends. On descend les escaliers, là. Nathalie est une des 100 collaboratrices de cette entreprise innovante en termes d'organisation. Salariée depuis 5 ans, elle gère désormais son emploi du temps comme elle l'entend. Bonjour. Ça va, Amy? Coucou. Une journée à Arcadie, elle commence tôt le matin à 6h30. Donc je pars de la maison, j'arrive ici, mes filles sont déposées à la crèche. Et après, j'attaque ma journée. Salut les filles! Avec cette nouvelle organisation, Nathalie n'est plus seulement assistante en maintenance informatique. Comme ce sera probablement le cas de nos enfants demain, elle a accepté d'avoir plusieurs autres rôles et se déplace en fonction de ses compétences, de ses envies et des besoins de l'entreprise. Notre entreprise, oui, favorise la promotion interne, en fait, ce qui est valorisant pour nous, parce qu'elle nous fait confiance. On a l'impression que c'est un peu notre bébé aussi à nous. Enfin, en tout cas, on nous fait ressentir que c'est un peu aussi notre bébé à nous et on continue à le faire grandir. Sans chef pour la diriger, Nathalie a désormais plus de responsabilités au sein de sa société. Comme tous les autres collaborateurs, elle a signé une constitution qui lui donne le pouvoir de gouverner.
Les raisons pour lesquelles les entreprises s'intéressent à holacracy, voire adoptent holacracy comme nouveau mode de management, c'est tout simplement que le modèle hiérarchique, pour faire très court, il est has-been, il est devenu obsolète. Il ne sait pas gérer la complexité, il ne rend pas les gens complètement heureux au travail, il est même castrateur dans certains cas. Holacracy, c'est une autre pratique sociale pour les organisations, qui n'est plus basée sur une dualité, elle est basée sur l'unité. C'est celui qui fait qui sait, et puisque c'est celui qui fait qui sait, c'est aussi celui-là qui va gouverner toutes les limites de ce qu'il fait. On est d'accord pour dire qu'il faut responsabiliser les humains. Vous ne pouvez pas responsabiliser les humains, c'est du bon sens, tant qu'il y a un lien de subordination entre quelqu'un et quelqu'un d'autre. Attention Mimi, doucement Mimi. Désormais autonome et responsable, Nathalie retrouve tous les jours ses filles à 16h30, sans que cela n'affecte son travail. 1, 2 et 3. Le mode de management choisi par son entreprise ne concerne aujourd'hui qu'une dizaine de sociétés en France. Mais demain, 20 à 30% d'entreprises supplémentaires pourraient adopter holacracy et permettre à nos enfants devenus salariés d'être plus impliqués, plus efficaces et beaucoup plus libres aussi. Quand je rentre le soir, je suis apaisée, je peux profiter de mes filles calmement parce que je ne suis pas énervée par le travail où il faut faire du rendement. Je me sens pas stressée du tout, j'ai des responsabilités mais je les gère sans problème. On ne me met pas la pression et ça fait du bien. Un millier de sociétés auraient déjà adopté holacracy dans le monde. Des grands groupes comme Danone, Castorama ou L'Oréal s'intéressent aussi à cette mouvance très innovante pour nos enfants et qui permettrait à l'entreprise de demain d'être plus performante. Oui, ça va marcher, on en est convaincu. Ça prendra peut-être encore 10 ou 20 ans, mais c'est le modèle de demain, c'est sûr. On voit bien que l'autre, il est en train de craquer de tous les côtés, que tout le monde est en train de chercher d'autres façons de faire. Et donc, oui, c'est un modèle d'avenir. Mais il n'est pas le seul. En permettant à nos enfants d'être plus libres, le monde du travail pourrait aussi les aider à réaliser plus facilement leurs rêves. En devenant leur propre patron, mais sans être seuls et isolés, et en gardant aussi les avantages d'être salariés. Ce statut aux airs de conte de fées existe déjà. À Paris, on le trouve à Copanam, une coopérative de 750 travailleurs, tous très différents. Je m'appelle Léa, je suis paysagiste conceptrice et illustratrice et créatrice. Je m'appelle Gaëtan et je suis designer de service. Je m'appelle Laurine, je suis chanteuse, professeure de danse et de fitness. Je m'appelle Richard Baltel et je suis formateur en bureautique et en compétences transversales. Je m'appelle Juliette, je suis consultante, sommelière en bière et cuisinière. Je m'appelle Morgane et je suis paysagiste. Comme tous les autres entrepreneurs de la coopérative, Morgane est salariée de Copanam. Un statut innovant qui lui permet de bénéficier du régime général tout en gérant son entreprise comme il l'entend, son temps de travail, ses factures, ses clients. Quand on s'est lancé, on savait qu'on était paysagiste et qu'on pouvait réaliser des jardins. En revanche, on ne connaissait rien à la gestion, à la comptabilité, au marketing. Tout ça, c'était des mots dont on n'avait quasiment jamais entendu parler. Enfin, on a appris à le faire et on a appris à le faire en partenariat avec la coopérative. Et donc, nous, on a pu se concentrer vraiment sur la partie de notre cœur, de notre métier, qui était de concevoir et réaliser des jardins. Et la coopérative, au début, nous a vraiment pris en charge sur la partie administrative, sur la partie... voilà, ils ont été rassurants quant à la possibilité d'entreprendre. Je pense que Copanam nous a permis de nous lancer et on ne regrette pas. Morgane verse 11,5% de la marge brute de son activité à la coopérative et bénéficie en échange des services administratifs, de la comptabilité, d'un certain nombre d'ateliers, de formations et de tout un réseau interne qui lui permet d'envisager d'éventuelles collaborations. On cherchait un métallier pour un projet. Du coup, est-ce qu'on peut regarder sur l'extranet qu'il peut y avoir? Et du coup, ce serait pour faire quoi? Nous, tu sais, des fois, on fait des terrasses et puis il y a des garde-corps. Donc, bon, là, on a posé des verrières, mais des garde-corps en acier assez épurés, un peu sur mesure, c'est vraiment top pour nous. Ouais.
Morgane pourrait donc bientôt travailler avec Jean-Philippe et créer de l'activité supplémentaire au sein de la coopérative. Cet ancien cadre commercial dans la publicité a lui aussi fait le choix il y a 5 ans d'intégrer Copanam. L'avantage de la coopérative, c'est qu'on n'est pas seul. Donc là, en l'occurrence, Copanam, on est à peu près 800 entrepreneurs salariés. C'est 800 personnes qui sont amenées à se rencontrer, à échanger sur leur métier, à échanger des bonnes pratiques, éventuellement à échanger aussi du business, parce qu'on peut très bien avoir quelqu'un qui est décorateur, architecte, qui a ponctuellement besoin d'un métallo ou d'un menuisier ou autre. Donc il y a des vraies collaborations qui se mettent en place. Et puis on a ce support de la coopérative qui est toujours là, c'est-à-dire qu'on peut à tout moment appeler, se déplacer, et poser les questions que tout entrepreneur va se poser à un moment dans sa vie d'entrepreneur. Et on n'est pas seul, quoi, tout simplement. Et je pense que voilà, quand on crée une entreprise, une petite activité, c'est très difficile de tout gérer tout seul et on n'a pas toujours les réponses qu'on souhaite. Donc voilà, la coopérative est là aussi pour nous accompagner. Copanam intègre près de 150 nouveaux entrepreneurs par an. Et elle n'est pas la seule. Ces 4 dernières années, le nombre de coopératives a augmenté de 22% en France. Avec 4% de salariés en plus, ces associations autonomes pourraient être une solution positive pour tous ceux qui voudront entreprendre demain. Aujourd'hui, on travaille aussi à voir comment est-ce qu'on pourrait accueillir plus de monde, parce qu'on sent que, quelque part, pour toute méconnue qu'elle soit, cette solution et ce statut un peu particulier, en réalité, il a un potentiel énorme et il intéresse beaucoup de gens. On est bien sûr, quelque part, un collectif qui est l'outil de l'émancipation individuelle, quoi, de chacun. Chacun peut utiliser le collectif pour progresser, pour être mieux, et pour quelque part se rapprocher de formes d'émancipation. C'est exactement ce qu'a fait Laurine. Ouais. Allez, c'est parti les filles. Comme les autres entrepreneurs de la coopérative, elle a choisi d'intégrer Copanam pour vivre de sa passion, sans prendre trop de risques. Le système de la coopérative, à mes yeux, ça a vraiment été innovant. Parce que je ne connaissais pas du tout, en fait, les CAE avant d'intégrer Copanam. Et ce que je trouve extra, c'est de se dire qu'une société vit de l'activité, de la richesse, en fait, de chacun de ses salariés. Enfin, moi, je trouve ça génial, en fait. Je trouve la coopérative géniale parce qu'on se retrouve tous avec des problématiques similaires, avec des activités complètement différentes. Les filles, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Entrée à Copanam en 2016, Laurine a bénéficié du cadre de la coopérative, de ses réseaux, de son expérience en termes de gestion, de comptabilité et de développement pour faire progresser son activité. Elle vit désormais de ses 2 passions, la danse et le chant. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 15% ces dernières années, les entreprises coopératives contribuent au développement économique de notre pays. Devenir entrepreneur sans être directeur, salarié sans être subordonné, les coopératives offrent à nos enfants une nouvelle façon d'envisager le travail demain. Je suis très heureuse d'avoir découvert la coopérative. Je m'y sens très bien et j'espère que ça va durer encore très longtemps. De toute façon, j'ai signé un CDI, durée indéterminée. On verra. Si on fait le bilan de toutes les initiatives que nous avons observées, il semblerait qu'en 2035, nos enfants aient un rapport au travail bien différent. Ils pourront s'amuser, compter sur l'aide de machines intelligentes, prêtes à les remplacer dans toutes les tâches les plus compliquées. Ils auront donc plus de temps pour réfléchir à leur avenir et pourquoi pas inventer de nouveaux métiers.
Okay, I think this is a perfect match, so we are going to introduce to you your office. Welcome on board. Welcome on board. Mais le salaire dans tout ça? Si demain certains peuvent se permettre de faire le métier de leur rêve, c'est peut-être parce que la question du revenu n'est plus un problème. Le salaire universel fait débat aujourd'hui en Europe et notamment en France. Mais pour ces jeunes Allemands, il constitue une piste à suivre qu'ils ont décidé d'expérimenter de façon originale avec un tirage au sort. Hallo, herzlich willkommen hier aus dem Mein-Grundeinkommensbüro in Berlin. Heute wieder zu einer neuen Folge Grundeinkommensverlosung, die Mai-Version. Comme tous les mois depuis 4 ans, l'association Mon Revenu de Base va aujourd'hui tirer au sort 13 gagnants parmi 100 000 candidats inscrits sur le site sans condition d'âge ou de revenu. 9. Les heureux élus toucheront 1 000 € par mois pendant 1 an. Cette expérience grandeur nature existe en France et pourrait servir d'exemple aux nations de demain. Und das 168. Grundeinkommen geht an das Kind von Sandra. And the idea for this project L'idée du projet est apparue quand nous avons entendu parler du revenu de base universel. On avait tellement de questions comme « Les gens continueront-ils à travailler ? Cela va-t-il affecter leur santé ? Est-ce que cet argent ne va pas être gaspillé ou rendre les gens feignants ?» Et la réponse logique a été d'essayer pour répondre à nos propres questions. On fait appel aux dons pour financer ce revenu de base et dès qu'on atteint 12 000 €, on les distribue de façon aléatoire aux personnes inscrites au tirage et ils reçoivent ce revenu pour 1 an, soit 1 000 € par mois. Le plus étonnant dans ce projet, c'est qu'on a beaucoup de soutien. On n'a pas de gros donateurs, mais on a près de 63 000 personnes qui, tous les mois, donnent environ 4 €. Avec cette somme, on peut payer l'équipe de l'association et une dizaine de revenus universels par mois. Würde ich einfach mal unser Chortönchen Walburga ins Boot holen. Ja, das ist Die darf nämlich auch mal ein Grundeinkommen einfach raushauen. Walburga kommt jetzt dazu. Walburga donne 6 € par mois pour financer ce projet. À l'avenir, ce revenu complémentaire pourrait être versé par l'État à tous nos enfants dès leur naissance. Une sorte de minimum vital garanti pour répondre de façon positive à l'évolution du marché du travail. Je suis artiste et j'ai pas beaucoup de revenus, mais les 6 €, je les ai. C'est ce qu'il me reste à la fin du mois. Je pourrais les dépenser pour jouer au loto, par exemple, mais je ne joue pas au loto. Si le revenu universel était adopté, on ne serait plus payé pour un travail au sens large du terme, mais plutôt pour faire ce que nous aimons faire, ce qui nous définit en quelque sorte. Et c'est pour cela que je trouve ça si important. Je me dispute parfois avec mon fils qui me dit que le salaire universel, ça ne marcherait pas, que les gens en profiteraient pour ne rien faire. Moi, je ne crois pas. Je crois que ce salaire pourrait nous permettre de choisir de faire ce qu'on veut faire, et ça, c'est important. Expérimenté dans plusieurs pays du monde, le revenu universel pourrait permettre demain à nos enfants d'envisager le travail complètement différemment. En Allemagne, seulement 180 personnes en bénéficient pour le moment. Une d'entre elles habite dans la commune de Zwistal, près de Cologne, et n'a que 5 ans. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, Gemeinschaftsfeld. Da muss ich so eine Karte ziehen. Was du bekommst jetzt? Ein Haus? Nein, das dein Gewinn. Weißt du, was das ist, dieses Grundeinkommen? Das bedeutet, dass du im Prinzip 1 Jahr lang jeden Monat so viel Geld kriegst. 1000 €, 1 Jahr lang. 12 Mal insgesamt. Sollen wir dir mal zeigen, wie viel das ist? Guck mal, dann hast du den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Was würdest du gern machen von dem Geld?
Au départ, je n'y ai pas cru. Nous étions très heureux de pouvoir imaginer vivre sans souci pendant 1 an, de ne pas devoir faire trop d'économies tout en passant plus de temps ensemble et aussi permettre à Nina de réaliser certains rêves, ce qui n'était pas possible avant. Même si Nina est la bénéficiaire de ce revenu, ses parents peuvent décider de la façon dont ils le dépensent. Dorothea et Florian ont choisi d'utiliser cet argent pour améliorer l'éducation de leurs 2 petites filles et leur permettre de découvrir le monde. Kathi, wir wollen doch nochmal in Urlaub fahren, ne? Aber nicht ins Meer. Nicht ins Meer, nee. Oder wir müssen mit dem Boot fahren. Aber wir können nicht ohne Boot von hier bis nach hier hinten schwimmen. Letztes Mal waren wir hier oben in Griechenland. Und da ist jetzt Italien, da wäre es warm. Oder hier oben wäre es kalt. Wo möchtest du lieber hin? Ins Kalte oder wieder ins Warme? Nina a plein de rêves. Elle voudrait nager avec les dauphins, par exemple. On lui a dit que ce serait possible. On pourrait partir en vacances, voir les dauphins, et elle pourrait nager avec eux. Elle aimerait également reprendre des cours de natation pour passer l'échelon de bronze. C'est relativement cher, mais nous aimerions qu'elle puisse passer ce diplôme. Und das möchten wir ja auch ermöglichen, dass sie dann ein neues Abzeichen bekommt. Parmi les 180 bénéficiaires de ce revenu universel, certains ont repris les études, d'autres ont monté leur société ou se sont engagés dans l'humanitaire. En France, 13 départements sont déjà mobilisés pour tenter l'expérience. Ja, die holen wir morgen mit. Lass mal hier bei den Enten gucken, ob die noch was brauchen. So, komm, dann nehmen wir uns noch die Eier und dann gehen wir. Sollen wir die Eier vielleicht hier in den Eimer tun, dass wir die besser tragen können? Guck mal, dann nehmen wir die gleich mit nach vorne, ne? Dann kommen die in die Küche. Für mich ist das neu. Avoir autant de temps avec ma famille, c'est nouveau pour moi. Avant, je ne faisais que travailler et le fait que Nina ait gagné un peu d'argent nous permet de passer plus de temps ensemble. En soi, 12 fois 1000 €, ça ne suffit pas pour ne plus travailler. Mais on peut faire quelque chose de cet argent. On a gagné du temps ensemble. Cet argent nous permet de créer des souvenirs. C'est nouveau pour ma femme et moi. On a du temps l'un pour l'autre. C'est important pour nous. Aujourd'hui, c'était encore une belle journée que l'on a partagée tous ensemble. Et pour ça, je suis reconnaissant. Très innovant pour nous, parents, ce revenu universel pourrait transformer le rapport de nos enfants avec le travail, en leur permettant d'être plus exigeants et plus libres dans leurs choix, de pouvoir réaliser leurs rêves et d'être peut-être aussi plus heureux.